Vous regardez BFM TV, il est 9h12, édition spéciale, puisque le Moyen-Orient est aux portes d'un bouleversement majeur, la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Personne ne sait à l'heure actuelle où se trouve le dirigeant syrien. Les rebelles islamistes sont entrés dans Damas, à l'issue, Sonia, d'une offensive foudroyante menée en quelques jours seulement. Oui, on va tenter d'expliquer ces derniers jours en Syrie, Général Pellistrandi, avec cette offensive, cette percée des différents groupes rebelles qui est arrivée du nord. Ils se sont emparés de différentes villes, d'Alep, de Hama, de Homs et ce matin de Damas. Oui, alors il faut comprendre que les rebelles étaient situés dans la partie nord, vous voyez, un peu au nord d'Alep, et que Alep, c'est la deuxième ville en population de la Syrie. Et ils l'ont pris très rapidement. Là, ils ont pu récupérer un certain nombre d'armements, parce que l'armée syrienne de Bachar al-Assad, elle a en quelque sorte fui Alep. Et puis, ils sont descendus très vite le long d'une autoroute, l'autoroute M5, hein, qui va de Alep, passe par Hama, Homs, et pour aller jusqu'à Damas. Et donc, au fur et à mesure, en l'espace d'une dizaine de jours, eh bien, ces rebelles, tous ces groupes rebelles, ont pu arriver pratiquement sans combat aux portes de Damas. Et on voit ce qui est en train d'arriver donc depuis cette nuit. Eh bien, les rebelles sont au cœur de la capitale syrienne. Alors hier soir, quand les rebelles sont arrivés aux portes de Damas, l'armée syrienne a annoncé renforcer évidemment la sécurité. Mais comment cette armée syrienne, en 10 jours seulement, a-t-elle pu tomber aussi facilement? Alors, il faut comprendre que l'armée syrienne, aux ordres de Bachar al-Assad, elle est mal équipée, mal payée. La corruption règne partout. Et puis, elle a perdu ses deux alliés majeurs. Donc, aujourd'hui, eh bien, enfin, depuis une dizaine de jours, l'armée syrienne, elle pense surtout à une seule chose, c'est entre guillemets, excusez-moi, sauver sa peau. Et en quelque sorte, ne pas combattre, se replier, et en attendant de voir comment ça va se passer dans les heures et jours à venir à Damas. Vous parliez des deux alliés, justement. Il y a la Russie, il y a l'Iran. La Russie, notamment, on en a parlé. La Russie qui est occupée ailleurs, finalement, qui concentre toutes ses forces sur l'Ukraine. Oui, mais la Russie était très présente depuis. Elle a toujours soutenu le régime des Assad. Elle a également des bases aériennes, un port, hein, Tartous, où elle a des bâtiments de combat. Mais la problématique, c'est que effectivement, Vladimir Poutine, il a une autre guerre qui est plus compliquée, c'est en Ukraine, et donc il n'est pas capable de donner des renforts à l'armée syrienne de Bachar al-Assad. Donc l'armée syrienne, elle a perdu cet allié russe. Merci Général Pellistrandi pour ces explications. Évidemment, vous restez avec nous, on vient vous voir dans un instant. Bonjour Fahad al-Masri. Bonjour. Vous êtes un ancien porte-parole de l'armée syrienne libre. Je voudrais qu'on regarde ensemble les images qui nous parviennent de Damas ce matin, où on voit cette joie, on voit ce soulagement sur les visages. Ça vous fait quoi de voir ces images? Écoutez, tout d'abord, comme vous le savez, la Syrie est de la Syrie, le soleil du christianisme est passé vers l'Europe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, ça présente pour moi, c'est un jour historique que j'attends de moi-même depuis 29 ans. Je suis 29 ans en exil. Pour moi, c'est un jour historique, surtout que la victoire de la Syrie, la renaissance de la nouvelle Syrie viennent en même temps de la renaissance de Notre-Dame de Paris. Ça, c'est un grand jour historique pour nous, des Syriens. Et que les Syriens, dans la rue syrienne, dans les places, faire tomber toutes les statues de Assad, le père, ça m'a touché le cœur énormément, parce que j'aimerais bien être avec eux, parce que c'est des moments historiques. Vraiment, dans l'histoire, on vit des moments historiques aujourd'hui. Et ça m'a fait mal au cœur en même temps que mon pays est devenu dans un état catastrophique au niveau économique. Plusieurs villes et villages, presque la moitié du pays détruits, 10 millions de réfugiés déplacés dans le pays. Et pour ça, je ne suis pas surpris parce que je le savais depuis au moins 3 mois que cette attaque militaire soit arrivée jusqu'à Damas. Fahad al-Masri, on va continuer d'en parler évidemment. On va également prendre le pouls dans les différents pays concernés par la chute du régime syrien. Ce matin, on va tout d'abord aller en Iran. On vous retrouve, Siavosh Ghazi, on vous retrouve à Téhéran. On le disait il y a quelques instants, l'Iran est l'un des deux alliés solides de la Syrie. Quelle est la réaction ce matin ? Écoutez, depuis ce matin, il n'y a aucune réaction de la part des
officiels iraniens, c'est plutôt le silence. Les médias iraniens rapportent donc l'information, la chute du régime syrien. Les images sont montrées dans les différents médias, la télévision iranienne. L'ambassade d'Iran même à Damas a été attaquée par des hommes armés. Il y a eu un changement de ton depuis plusieurs jours, puisque par exemple la télévision iranienne, la télévision d'État, ne parlait plus de rebelles, mais de combattants armés en parlant des groupes d'opposition. Donc on se préparait en quelque sorte à cet événement qui est arrivé beaucoup plus rapidement que prévu. Mais pour Téhéran, c'est une perte très importante puisque la Syrie, c'était le principal, la Syrie de Bachar al-Assad était le principal allié de l'Iran dans la région. Le père de Bachar al-Assad avait soutenu l'Iran pendant la guerre Iran-Irak durant les années 80 et ensuite l'Iran a apporté une aide considérable depuis 2011 pour aider le régime de Bachar al-Assad. Un député a même parlé de la mort de 6000 combattants iraniens lors des combats contre les rebelles durant toutes ces années. D'autres parlent de milliards de dollars investis en Syrie. Et puis il faut savoir que la Syrie c'est aussi l'axe qui permettait à l'Iran d'envoyer de l'aide au Hezbollah libanais, mais aussi au Hamas et aux différents groupes islamistes palestiniens. Et donc tout cela, les bras de l'Iran en quelque sorte sont coupés et l'Iran est très affaibli après donc la chute du régime de Bachar al-Assad qui était son principal allié dans la région. Et on comprend à vous écouter, Siavosh Ghazi, que ce qui se passe en Syrie est évidemment capital pour les Syriens, mais que ça va avoir des répercussions majeures sur l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Est-ce que c'est le jour du printemps de Damas? Patrick Sauce, il y avait eu la Tunisie, il y avait eu l'Égypte, et à chaque fois, que ce soit Moubarak et Ben Ali, ils avaient réussi à prendre la fuite. Où est Bachar al-Assad à l'heure actuelle? Je pense qu'on est sur un scénario tunisien ou égyptien, comme vous le disiez, sachant que là aussi, ce n'est pas seulement Bachar al-Assad, c'est vraiment tout un clan qui tenait cette ville de Damas. Je le dis très pratiquement parce que pour le reste, on va y revenir, mais vous avez vu cette carte avec vraiment des couleurs un peu partout. Quelque part, à part la région de Damas, eh bien Bachar al-Assad n'avait déjà plus de pouvoir depuis bien longtemps. Mais ce clan-là, qui tenait vraiment la ville, l'économie, qui par la corruption, par la terreur, par les massacres aussi, eh bien il va falloir qu'il trouve une porte de sortie parce que on le sait, pour l'instant, on n'a pas vu de combat, mais on peut penser qu'il n'y aurait, s'il était pris, absolument aucun jugement pour Bachar al-Assad, qui a trop de sang sur les mains. Trop de familles ont vu leurs proches mourir, disparaître dans les prisons, être torturés pour espérer une espèce de clémence et une transition pacifique, comme le disait le Premier ministre, ou je dirais presque le futur ex-Premier ministre, qui pour l'instant a été sorti de chez lui et semble-t-il dans l'hôtel Four Seasons de Damas. Semble-t-il pour l'instant simplement retenu, mais c'est vrai que c'est la mort ou l'exil pour Bachar al-Assad. Général, la Syrie, Damas, qui se réveille ce matin sans Bachar al-Assad. Mais il faut le rappeler qu'il n'y avait pas que lui, qu'avant lui, il y a eu son père. Et au total, c'est plus de 50 ans de règne de la famille Bachar al-Assad. C'est plus d'un demi-siècle, c'est énorme. 54 ans d'un régime totalitaire, alors sous couvert au début, avec son père, d'un nationalisme arabe qui a évolué au fil du temps, mais également avec toujours une répression à l'égard de la population. On peut évoquer effectivement le cas de ce prisonnier, 43 ans en prison. Pourquoi il était en prison? Parce qu'il avait gagné un concours équestre contre le fils aîné de Hassan, et il était en prison parce qu'en quelque sorte il avait humilié le fils aîné qui était destiné en quelque sorte à régner. Donc c'est vraiment une rupture historique et qui donc va avoir des conséquences sur tout l'équilibre de la région, que ce soit bien sûr pour l'Irak, l'Iran et également le Liban, parce qu'il faut aussi rappeler que la Syrie a exercé une tutelle très forte sur le Liban
via son bras armé qui était le Hezbollah libanais. Donc là aussi, à Beyrouth, il sera très intéressant d'observer les réactions face à la chute donc, de la famille Assad après plus d'un demi-siècle de pouvoir absolu. Fahd al-Masri, on entend que ce sont des rebelles islamistes qui ont marché sur Alep, et puis sur Hama, et puis sur Homs, et maintenant qui sont dans Damas. Il y a d'autres groupes qui combattent, on le sait, il y a les Kurdes notamment, et puis il y a des groupes soutenus par les Turcs. Mais ces islamistes, ça rappelle des mauvais souvenirs à l'Occident. En Syrie, il y a eu Daesh, il y a eu le Front al-Nosra. Est-ce que vous, le Syrien que vous êtes, ça l'inquiète aussi? Écoutez, soyons lucides. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe en Syrie? C'est le fruit de laisser la Syrie à l'abandon par la communauté internationale. On accueille Bachar al-Assad dans des conférences régionales et des sommets régionaux. Ça, je trouve, c'est grave. C'est grave au niveau moral.